Bonjour et bienvenue sur Global One Media, dans notre série d'entretiens exclusifs avec les présidents et les dirigeants d'entreprises qui partagent leurs connaissances, donnant l'opportunité aux investisseurs de s'informer davantage et de prendre des décisions d'investissement éclairées. Je suis donc avec Julien Davy, le président et chef de la direction de Ressources Tarcou, société d'exploration minière avec des projets d'exploration dans le nord du Québec et en Arizona. Ressources Tarcou est coté sur la TSXV, sur le symbole de TKU, sur l'OTCQB, sur le symbole de TRKUF, et à la Bourse de Francfort, sur le symbole de 7TK. Julien, merci de nous joindre aujourd'hui de nouveau pour un épisode exclusif en français. Merci de m'accueillir. C'est un plaisir d'être ici. Donc, Julien, de nombreux développements excitants ont vu le jour dans votre portfolio d'exploration. Commençons donc par le projet Apollo, où votre programme d'exploration progresse régulièrement et a récemment produit des résultats de forage prometteurs. Pourriez-vous nous expliquer ces découvertes? Avec grand plaisir. Le projet Apollo, il faut savoir, fait partie de trois projets qu'on appelle les trois A, Apollo, Atlas et Admiral. Et c'est vraiment hyper excitant pour moi d'en parler parce que ça fait quelques années qu'on a ces projets-là et on commence enfin à avoir des résultats significatifs. Donc, avec grand plaisir. Si je fais juste un petit retour en arrière, on a acquis ces projets-là sur des données historiques anomale en or. Il y a très peu d'affleurement dans le secteur Mhm. et une cartographie plus récente après les travaux historiques et avant que l'on acquiert le projet a été fait par le gouvernement du Québec et a repositionné la faille qu'on appelle la faille de Sunday Lake. Elle l'a repositionnée plus au nord. Et donc, on a compris à ce moment-là que tous les travaux historiques ont été faits trop au sud. Et alors, on a commencé par faire nos travaux de terrain. On a fait des travaux d'échantillonnage de til en premier pour comprendre l'image du projet. Ensuite, on a fait plusieurs levées géophysiques, tant aériens que au sol. Et tout ça dans le but de mieux définir la localisation de la source de l'or qu'on savait qu'il y avait dans la région. En fin 2022, donc l'année dernière, on a eu assez d'informations et de data pour planifier notre campagne de forage et de cibler un premier 3000 mètres Mhm. que l'on a fait sur 8 trous différents sur une section de 3000 kilomètres de large, donc quand même une section assez large. Et les résultats ont vraiment été à la hauteur de nos attentes. Le projet Apollo est ce qu'on appelle un environnement favorable pour l'or orogénique. Et les résultats de notre forage ont vraiment démontré qu'on a recoupé des intersections minéralisées aurifères de 10, 20 et jusqu'à 47 mètres de long. L'or est associé, donc d'intersections de longueur. L'or est associé dans ces intersections-là à des veines de quartz carbonate avec une pyrite extrêmement fine et localement des veines de tourmaline aussi. Et on sait que c'est une minéralisation aurifère qui est quand même de faible teneur parce qu'on a des résultats de 0,3 grammes par tonne jusqu'à 5 grammes par tonne, mais c'est vraiment les amplitudes et les intersections longues qui nous permettent maintenant de dire que oui, on a bien un système orogénique qui est associé à ce qu'on appelle, nous, les intrusions cinétiques. Et maintenant, tout ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit faire plus de forage pour montrer des teneurs plus élevées. Excellent. Donc, ces résultats qui ont confirmé le modèle aurifère orogénique, est-ce que vous pourriez en élaborer sur ce modèle, expliquer son importance pour le projet et à quoi ressemble actuellement le modèle du projet Apollo? Oui, avec plaisir. Donc, le gisement d'or orogénique, c'est une sous-type de ce qu'on appelle les gisements hydrothermaux. Il faut savoir que 75% de l'or récupéré Mhm. par l'être humain au cours de l'histoire appartient à la classe des gisements or orogéniques. Et la plupart du temps, ils sont encaissés dans les zones associées à des zones de cisaillement.
et toujours à l'intérieur de ce qu'on appelle aussi des ceintures orogéniques. Ces ceintures, se forment lors d'un processus de collision entre deux plaques tectoniques où on voit à ce moment-là une augmentation du volume, une augmentation de la température. On peut penser aujourd'hui aux Rocheuses, par exemple, qui est un très bon exemple d'activité où il y a une collision de deux plaques tectoniques et où il y a une formation de chaînes de montagnes. Et l'environnement dans lequel on est exactement ça. À cet endroit-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a une forte augmentation de température. La roche fond, la roche fusionne. Il y a énormément de failles et toute la minéralisation et le métal qui se trouve dans l'environnement se remobilise grâce à la chaleur et remonte vers la surface où la température diminue. Et à cet endroit-là, ça se dépose. Donc, à ce moment-là, comment est-ce qu'on peut appliquer ça à Apollo, qui était l'autre partie de la question? C'est que Apollo se trouve à un endroit similaire à une marge de continent et qu'on appelle cet endroit, c'est la ceinture de roche verte de la BTB. La faille de Sunday Lake est une des anciennes failles qui ont été actives à cet endroit-là et elle se prolonge sur des centaines de kilomètres de l'Ontario jusqu'au Québec et elle prend aussi ses racines extrêmement profondément, ce qui est important pour nous, la racine. On a notre environnement géochimique aussi adéquat parce qu'on sait qu'on a nos roches que nous, on appelle des roches calco-alcalines et avec ces intrusions cinétiques, donc on a tous les éléments pour parler d'un environnement d'or orogénique. On a ce système hydrothermal qui a transporté l'or et maintenant, tout ce qu'on doit faire, c'est rajouter des forages pour trouver plus de pièges et plus d'or. OK. Et bien que les premiers résultats indiquent une teneur inférieure en or, ils montrent un potentiel de large volume. Donc, pouvez-vous nous expliquer pourquoi cela peut être encore économiquement viable et fournir une mise à jour de vos prévisions pour le projet? Oui, effectivement. Donc, les gisements d'or orogéniques sont des gisements qui sont ce qu'on appelle donc à fort tonnage, donc des gros volumes, mais à plus faible teneur. Si on prend, il y a de nombreux exemples. Si on prend l'exemple de la mine Détour, qui est assez proche de nous et qui est juste de l'autre côté de la frontière ontarienne, ça, c'est un gisement de classe mondiale qui est aujourd'hui quelque chose comme 25 millions d'onces d'or. C'est une mine en production, mais à une teneur qui est vraiment inférieure à 1 gramme par tonne d'or. Si on prend un exemple de nos forages à nous que l'on a fait, le trou numéro 5, on a des résultats sur 8 mètres de long, on a des résultats de 0,98 grammes par tonne. C'est tout à fait similaire à ce qu'ils ont à la mine des Tours. Si on prend nos intersections sur 47 mètres où on a là des valeurs, des teneurs de 0,33 grammes par tonne, elles sont moins économiques. Et ce que ça nous dit, par contre, c'est qu'on est proche d'un système qui est quand même assez imposant. Et ce qu'on doit faire, c'est faire plus d'exploration pour trouver des meilleures teneurs. Là, c'est un peu comme si on avait juste touché la pointe de l'iceberg. Et d'une certaine manière, c'est aussi une façon pour nous la première fois que l'on voit la roche, parce qu'il y a très peu d'affleurement. Et ce premier forage, donc, a été pour nous une première approche de voir la roche en tant que telle. Et quelles actions sont prévues pour transformer le potentiel du projet Apollo en une réalité tangible? Oui, donc l'approche vraiment maintenant qu'on a démontré le modèle et qu'on sait qu'il y a un système orogénique hydrothermal actif et qu'il y a de l'or, donc c'est de faire plus de forage. C'est vraiment la stratégie. On doit faire plus de forage, d'étendre vers l'est et vers l'ouest parce que on a testé juste 3 kilomètres lors de cette dernière campagne de forage, alors qu'on sait que le système a une empreinte d'à peu près 10 kilomètres de large sur le long de la faille. Donc, il nous reste un bon 4 à 5 kilomètres à l'est et un bon 3 à 4 kilomètres à l'ouest qui n'ont jamais été testés. Et ça va nous ajouter énormément de potentiel à faire de nouvelles découvertes. Donc, moi, je vois les prochaines étapes comme étant très, très, très significatives pour Tarkou.
Parfait. Et en plus d'Apollo, Julien, vous supervisez une importante propriété de lithium, le projet Max Lithium. Pouvez-vous partager avec nous des mises à jour sur l'état de ce projet et puis nous décrire les prochaines étapes? Avec plaisir. Donc, Max Lithium, c'est vraiment un projet qui est particulièrement bien situé. On est à 4 kilomètres dans l'arrière-cour de la seule mine de lithium à base de spodumène qui est en production aujourd'hui, en début 2023, en production au Canada. OK. Nous avons 19 kilomètres carrés dans le même environnement géologique et aussi surprenant que ça peut paraître, ça n'a très peu, on va dire, été exploré pour les lithiums. Donc, la chose que l'on va faire, dès que la neige va fondre dans cette région de la BTB, on aura des géologues sur le terrain pour couvrir la propriété, faire un programme d'échantillonnage et probablement des tranchées aussi. Et notre intention maintenant, c'est de le plus rapidement possible démontrer le potentiel en lithium du projet pour pouvoir planifier une campagne de forage le plus rapidement possible. On comprend aujourd'hui que c'est un complément très intéressant à notre portefeuille de projets aurifères et de métaux de base. Il y a une fenêtre et une condition de marché qui est propice au financement et au projet de lithium. Et on sait que, comme de nombreux autres gouvernements, le gouvernement canadien a identifié les lithiums comme étant un minéral essentiel et critique, parce qu'on sait que c'est un matériau qui est clé à la transition vers nos énergies renouvelables. Absolument. Et c'est pour ça qu'on veut agir rapidement, on veut échantillonner rapidement et utiliser cette fenêtre d'opportunité pour sortir des résultats le plus rapidement possible. Très intéressant. Et puis, en ce qui concerne votre entreprise en Arizona, le projet Silver Strike, quels sont les développements les plus récents et que nous réserve ce projet? Le projet Silver Strike, c'est un très bon projet d'argent, mais aussi de cuivre, or et de plomb zinc, parce qu'on cible un type de gisement que l'on appelle CRD pour Carbonate Replacement Deposit en bon français. Donc, c'est un gisement de type de remplacement de carbonate. C'est associé à des systèmes porphyriques. Il y a énormément de systèmes porphyriques à or, à cuivre dans la région. Et comme tous les autres projets de Tarkou, on le possède à 100%. En 2022, on a fait un levé magnétique et radiométrique sur l'ensemble du projet. C'était notre première fois qu'il y avait un levé sur la totalité du projet. Donc, on a enfin une image globale du projet. On sait qu'historiquement, il y a eu 32 millions d'onces d'argent qui ont été produits uniquement entre la surface et 200 mètres de profondeur. Donc, lors de notre campagne de forage de 2021, on a testé le 200 mètres et on a vu qu'il y avait des extensions de ces zones de haute teneur et dans les extensions latérales aussi. Et ce que le projet, dans ce que le levé de 2022 nous a démontré, c'est que tant à 3 kilomètres à l'ouest vers la région de Solstice que à 4 kilomètres au sud dans la région de Groundhog, on avait des signatures très similaires aux mines historiques et qui n'ont jamais été testées. Donc, ces signatures qui sont similaires sont pour nous des cibles directes et pour démontrer que l'empreinte minéralisatrice, l'empreinte de minéralisation de tout le projet, mais il est clairement sur plusieurs kilomètres. Donc, les prochaines étapes, ça va être quoi? Ça va être de faire plus de terrain dans ces nouvelles zones-là que l'on a découvert pour préparer les programmes de forage que l'on va avoir par la suite. Très prometteur. Donc, comme dernière question, Julien, quel impact tous ces développements ont-ils sur les actionnaires de Tarkou? En tant que société d'exploration, les actionnaires sont extrêmement importants pour nous. Donc, notre but, c'est qu'on doit être prêt à faire face à toutes sortes de conditions de marché.
On sait qu'ils sont difficiles en ce moment. On doit s'adapter, on doit réagir rapidement. Et là, avec nos trois que j'appellerais tentacules, trois projets un peu différents, on est capable de s'adapter aux conditions de marché. Et on les a tous, on les possède tous à 100%. Ils sont très bien situés, ils sont accessibles facilement par la route. Et on pense donc qu'on peut créer beaucoup de valeur en fonction des marchés, en fonction des conditions de marché, grâce à ces trois projets-là. C'est juste une question de temps, à notre avis. Donc, aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il existe de nombreuses compagnies majeures qui opèrent au Québec et en Arizona. Et toutes ces compagnies-là sont des opportunités d'affaires très intéressantes pour Tarkoo. Si on démontre des résultats et des découvertes sur nos projets, il est clair qu'on est sous le radar de ces compagnies majeures-là. Donc, au prix actuel où les actions de Tarkoo se négocient, je pense qu'il y a énormément de place pour la création de valeur et je vois l'année 2023 comme étant très prometteuse. Super. Donc, Julien Davy, président et chef de la direction de Ressources Tarkoo, merci beaucoup de vous joindre à nous aujourd'hui et de partager ces mises à jour. On attend avec impatience de voir les prochains développements de Tarkoo. Merci à vous, Bastien. Ça m'a fait plaisir.